Humanité et IA, avec votre consentement, je vous déclare solennellement unis pour le meilleur et pour le pire, et ce pour l'éternité. Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode d'une série de vidéos sur l'IA. Cette fois-ci, nous allons soulever le capot et mettre les mains dans le moteur de ces outils dits intelligents. Le fonctionnement se déroulant sur un cycle à 4 temps est également connu sous la dénomination cycle de Baud-de-Rochat. Même si c'est sous l'aspect mécanique, c'est bien d'IA dont nous allons parler en traitant cette fois-ci de la base de la compréhension de ces principes de fonctionnement, permettant ainsi une analyse prospectiviste en tant que tour d'horizon global des conséquences et impacts de ce raz-de-marée qui fera que pour la première fois, l'homme ne sera pas le plus intelligent sur Terre et sera en concurrence avec une de ses créations, sauf si. Alors oui, je sais ce que vous pouvez vous dire, et c'est pourquoi je me permets de vous rappeler une nouvelle fois ceci. Dopamine très régulièrement, alors qu'il n'est pas conçu pour ça, ça a flingué votre attention, littéralement. Tout commence à vous paraître trop lent, trop fade, peut-être même cette vidéo d'ailleurs. Peut-être que cette vidéo, vous dites « Ah là là, il parle trop, il y a trop de palabres, il pourrait pas aller à l'essentiel ». Ça, c'est un signe d'attention fatiguée. Comparé à TikTok, cette vidéo, c'est une séance de méditation. Chill. Et là, je vous parle même pas de lire un livre, faire des recherches, tout. Je suis sûr que rien que de vous le dire, vous dites « C'est vrai que ça, c'est un peu lent ». Mais c'est un travail de fond, avec une vision globale qui aurait pu faire 250 pages d'un livre, l'attrait des vidéos en moins, et la complexité du montage également en moins. Et puis, c'est surtout le prix de la connaissance à minima. Alors, si vous êtes prêts, jingle pour vous laisser le temps d'aller faire pipi comme pendant la pub, et c'est parti. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thierry, enfin son avatar, ou plutôt son assistant à tout faire en quelque sorte. En attendant, je me dois juridiquement de prendre quelques précautions d'usage en vous disant ceci. Merci à tous ceux qui m'ont fourni la matière première et à qui j'ai emprunté les travaux, les vidéos ou les images sous forme de courts extraits à des fins purement pédagogiques et non commerciales, et donc dans le respect des droits d'auteur, contrairement au pillage en règle nécessaire à ma naissance. En souhaitant que cela vous donne envie d'aller visionner les œuvres originales et en espérant n'avoir oublié aucune citation, ni n'avoir lésé quiconque dans cette conférence, le cas échéant, je prie les auteurs de bien vouloir m'en excuser. Cette vidéo est non monétisée ni sponsorisée, ce qui me permet de recommander ceux qui m'ont apporté savoir et compréhension. Son auteur, le vrai Thierry, pourrait être amené à émettre des avis personnels que vous voudrez bien considérer comme tels. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires sont données à titre informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des conseils financiers ou d'investissement. Voilà, maintenant que ce passage pour adultes responsables est terminé, et donc admis par vous tous, nous allons pouvoir commencer à parler d'IA, même si à l'heure où l'on peut envisager un changement de monde, tout est fait pour que le bon peuple en reste à ses préoccupations quotidiennes et matérielles qui ne manquent pas. De ce fait, il m'a fallu creuser très profond, mais qu'à partir de sources ouvertes et si possible recoupées et validées, même s'il devient de plus en plus difficile d'identifier les fakes et donc de garantir l'authenticité grâce aux moyens que nous découvrirons. Heureusement, YouTube regorge d'excellents documentaires sur ce sujet brûlant et dans lesquels j'ai largement puisé au point de m'en effrayer. Allez, c'est parti, nous allons regarder sous le capot et plus exactement, nous allons carrément regarder dans le moteur. Vous ne pouvez pas comprendre si vous ne savez pas comment elle fonctionne et résonne. Combustion interne. Doté de pistons se déplaçant selon un mouvement de va-et-vient dans un cylindre, le cœur de celui-ci se nomme chambre de combustion. Le fonctionnement se déroulant sur un cycle à 4 temps est également connu sous la dénomination cycle de Baud-de-Rochat. Parmi ceux d'entre vous qui ont eu, combien ont déjà eu accès à ce genre d'informations, au-delà effectivement des cours de conduite? Eh bien, avec l'IA, si vous ne prenez pas le temps ou si vous ne prenez pas le soin de soulever le capot et de comprendre comment fonctionne le moteur, vous allez vous faire balader et manipuler, enfin inconsciemment. Il y aura forcément des gagnants et des perdants. C'est presque à mes yeux un devoir générationnel d'être déclaré à minima. Donc un moteur à 4 temps et du carburant. Les 4 temps, on les remplace par 4 concepts que sont les big data, les réseaux neuronaux, le machine learning et le prompt engineering qu'on détaillera plus tard. Mais surtout maintenant, on va s'intéresser au carburant. Et le carburant ici, ce sont vos données et celles volées sur tout ce qui se traîne en ligne. Et ça se règle en ce moment devant la justice pour les droits d'auteur entre autres, mais ce dont ils se fichent parce que pendant ce temps-là, ils avancent et c'est le facteur clé de succès concurrentiel
et ce qui est pris ne sera pas rendu. Alors pourquoi croyez-vous que ChatGPT 3.5 est encore gratuit? Eh bien tout simplement parce qu'il apprend de vos requêtes. Il n'y a tout simplement pas de substitut à une quantité massive de données. C'est ce qu'a déclaré Elon Musk lors de la conférence sur les résultats de Tesla, et Tesla est celui qui possède le plus de données en termes de conduite de véhicules. Et c'est même la barrière à l'entrée érigée par les premiers ayant investi sur l'IA, qui sont tous des gros détenteurs de données, Google, il y en a à profusion, ce qui fait que les startups devront s'associer. Et donc on va arriver à un monde d'oligopole, et donc avec un danger qui est toujours le même pour les oligopoles, c'est-à-dire le price power, la capacité qu'ils ont à imposer en prix. Exemple de récupération intrusive de données, la crypto-monnaie WorldCoin offrait $600 pour toute ouverture de compte. Pour cela, il fallait s'identifier avec l'iris de son œil. L'arnaque ne résidait pas dans les $660, excusez-moi, mais dans la collecte intrusive de données très personnelles que le gouvernement kényan a été le premier à interdire. Alors, j'aurais pu mettre ce sujet de vos données dans menaces et dans le chapitre menaces et opportunités, mais je préfère en parler maintenant pour ceux qui n'iraient pas jusqu'au bout, tellement ce sujet me paraît primordial, plus que de tirer des plans sur la comète sur ce que sera ou ce que sera pas l'IA. Tout ce que vous faites en ligne, le choix de vos vidéos regardées sur YouTube, vos likes, vos clics, vos préférences politiques ou religieuses, la mise en ligne de vos selfies, vos photos sur Facebook, tout sera utilisé pour définir vos pôles d'intérêt, votre personnalité et bien entendu utilisé pour vous pourrir la vie avec des publicités les plus ciblées possibles pour les vendre le plus cher. C'est du caviar pour l'IA. Tout ce qui est en ligne ne sera jamais effacé. Alors, je ne doute pas que les GAFAM fassent aussi leur cours sur le Darknet, le réseau souterrain des trafics, parce que comme vous pouvez le constater, il y a quand même de quoi faire. Et ça, ce sont ceux qui ont annoncé, et sans parler de tous ceux qui s'en sont cachés. Donc la BBC qui s'est fait hacker, la Fnac, seloger.com, MyFitness, Free, Airbus, là c'était peut-être un autre commanditaire pour les données sensibles, Popol, le premier employeur de France, et s'ils veulent de données généralisées, il y a plus simple aussi, c'est se les faire donner ou les acheter à ceux qui les ont. Et notamment Zoom par exemple, alors on a vu dans le premier épisode que Samsung, les salariés de Samsung qui utilisaient ChatGPT pour faire les comptes rendus de réunion, parce que c'est bien pratique, et bien ma foi, ces comptes rendus de réunion ont servi au modèle pour entraînement, et comme ils y avaient mis des bouts de code, ils ont retrouvé les bouts de code dans la nature, et notamment utilisés par ChatGPT. Donc, il y a aussi des sociétés comme Zoom, par exemple, qui se considéraient comme propriétaires de vos échanges qui ont flambé pendant la période de Covid, donc 300 millions d'utilisateurs quotidiens en avril 2020 et plus de 45 milliards de minutes de chat vidéo sur la plateforme en 2020. Alors ça, c'est ce qui se fait hacker ou ce que vous faites voler, mais il y a également ce que vous donnez vous-même. Et là, on prend l'exemple d'une maison connectée, en dehors de la plaisanterie où Amazon a verrouillé la maison intelligente pour accusation de vol raciste, c'est la maison mode Le Monde de 1984. Le géant de la technologie a heureusement depuis déclaré dans un communiqué qu'il s'efforçait d'empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Mais la conclusion, c'est que la maison connectée, c'est la maison espionnée, car bien évidemment, les services sont tous connectés directement chez les opérateurs dans le cadre d'un donnant-donnant. Ça, je parle des services, et quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi pas. Mais Amazon, c'est quand même un des futurs leaders de l'IA, donc forcément, il a besoin d'apprendre. Encore une fois, on revient à la base de données. Et pensez que désormais, une accusation raciste suffit à vous verrouiller chez vous, potentiellement, dans le futur, vous bannir des réseaux sociaux et autres, c'est oser. Il faut oser, mais on le fait de nous-mêmes. Alors, les données intimes et des déductions, voilà une nouvelle source de revenus que vos véhicules et leurs constructeurs nous prennent. Alors ça, c'est, je ne sais plus quel journal qui a fait ça, je crois que c'est 50 millions ou un truc comme ça. Toutes les marques automobiles que nous avons examinées collectent plus de données personnelles que nécessaire et utilisent ces informations pour une raison autre que l'exploitation de votre véhicule et la gestion de leur relation avec vous, indique annoncé Mozilla.
Ma 4L, elle ne parle pas trop, mais plus elles sont connectées, plus les voitures en savent, et cela peut aller jusqu'à des choses très intimes. Alors je ne sais pas comment ils y font, les données médicales, génétiques, vie sexuelle, habitudes de conduite, localisation, goûts musicaux, autant d'informations qui, une fois qu'elles sont agrégées, permettent aux constructeurs d'inventer d'autres données sur vous par le biais de déduction. Encore une fois, les probabilités dont on va parler tout à l'heure, sur des éléments tels que votre intelligence, votre capacité, vos centres d'intérêt. Alors, je n'ai pas cherché à comprendre comment ils font pour en déduire notre vie sexuelle, à part avoir mis des capteurs sous les sièges, mais les clients de ces données sont bien évidemment en premier lieu les assureurs, mais aussi tous ceux qui cherchent à vous profiler. Et l'IA, c'est sous toutes ses formes, est donc bien un outil de surveillance des peuples, comme une arme de guerre, mais ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on leur donne leurs données. Et ce n'est pas parce qu'on en a une grosse, enfin de voiture, que vous êtes à l'abri. Les Allemandes ne sont pas les dernières à faire des confidences sur les sièges. Et tout à l'heure, je vous parlais d'armes de guerre, mais là, Audi, après Mercedes et BMW, viennent de déconnecter les véhicules russes du logiciel. Les propriétaires de ces machines, de ces marques, ne peuvent plus accéder à l'historique et à la maintenance de leurs véhicules. Donc globalement, c'est comme le système de paiement SWIFT, on les a virés. Ça veut dire que votre voiture, si un jour vous ne plaisez pas au constructeur ou au pays du constructeur, on vous déconnecte tout bêtement. Alors, si ça, c'est pas du contrôle social à la chinoise, je comprends plus rien. Bon, et là, on ne rigole pas, les gendarmes courront toujours après les voleurs, mais là, apparemment, les voleurs courent plus vite, puisque 907 gigaoctets de données subtilisées via un de leurs prestataires. Donc, réponse des Suisses, nous ne stockons aucune donnée sur des personnes ou des affaires de nos clients dans nos systèmes, explique-t-il. Mais une semaine après l'échec de probables négociations, donc entre ce prestataire de la police suisse et de l'armée suisse, 3 gigas de ces documents ont quand même été retrouvés sur le Darknet. Alors, après les photos satellites pour les piscines et les cabanes de jardin, comme on a vu tout à l'heure, même si je ne suis pas sûr de la volonté de suivre la technologie, évidemment, elle sert également à autre chose. Donc, côté législation, l'UE légifère, ou du moins essaye de légiférer. Donc, l'UE, ou du moins la Commission, voilà, on sait ce que ça veut dire, annonce légiférer tout en vendant plusieurs fois la vie privée de ces peuples. Alors, selon Éric Filiol, scientifique de formation et lieutenant-colonel spécialisé en cryptographie et en virologie informatique, dans le domaine de la défense et de l'attaque. Alors, selon lui, la nouvelle loi européenne sur le numérique est un jeu de dupes irréalisable, tout comme la RGPD. D'autant plus que, d'après les sanctions contre les Russes lors des négociations en juillet pour quémander du pétrole, on a réaccordé officiellement l'accès à nos données aux Américains. Alors, quand on parle de la Commission européenne, on parle essentiellement de Thierry Breton, ancien ministre et ancien patron, qui, faute de pouvoir se battre à armes égales avec les USA, a lancé non pas une école ou quelque chose qui pourrait être performant, mais une liste de 22 services de plateformes contre lesquels auxquels il a déclaré la guerre. Alors ça, c'est fort parce que, sorti de la fameuse école alsacienne, encore un brillant, c'est aussi con que les sanctions contre le gaz russe qui ne concernent que celui qui arrive par gazoduc, qu'on a fait péter au passage, du moins le principal, mais pas le GNL, russe également, mais qui arrive par bateau car on en a besoin. On se pend, mais on laisse passer un petit filet d'air. Et bien de la même façon, nous aurons besoin de ces applications pour rester vivants, faute d'être compétitifs, et au moins comprendre comment on se fait asphyxier. Il faut dire qu'en lisant Wikipédia sur ce monsieur, qui est tout sauf indépendant, on apprend qu'il a été à la tête de nombreux succès français, comme vice-président de Bull, PDG de Thomson, puis de France Télécom, ministre de l'économie et des finances, au sein du gouvernement Raffarin III, je crois, et on n'a pas senti pour autant de redressement des comptes ni du budget, et PDG du groupe Atos en déconfiture, et qui est en train d'être vendu à Daniel Kretinsky, c'est-à-dire de passer sous pavillon tchèque. Or, Atos a co-développé Exiam, qui est un supercalculateur qui a été co-développé entre Atos et la direction des applications militaires, la dame du CEA, sur son site d'Île-de-France. Et ce supercalculateur sert entre autres à faire les calculs
la simulation atomique française. Et donc ce dossier, pour le moins explosif, est géré en haut lieu, nous apprend le Nouvel Obs, géré en haut lieu. Il faut comprendre par là Alexis Kobler, le secrétaire général de l'Élysée, très proche du président, et par ailleurs déjà bien mouillé dans l'affaire CGA-CGM, et même le chef d'état-major particulier du président, le général Fabien Mandon, est prié de ne pas s'en mêler. Donc en gros, on est en train de donner encore une fois une des pépites françaises à l'étranger, et un monsieur qui est présent dans la presse, et parallèlement à ça, on donne des leçons. Donc il n'y a rien de pire que de se croire protégé et d'être un poil en réalité. Et donc il y a deux façons de perdre une guerre, c'est un, de ne pas comprendre qu'elle avait commencé, et deux, de ne pas connaître et de ne pas en comprendre la règle du jeu. Alors là, Snowden nous avait prévenu, et vous imaginez qu'ATT, mais comme les autres grands opérateurs télécoms, vous imaginez que c'est uniquement réservé aux services et qu'ils ne les revendent pas pour faire du business par hasard. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, tant Idriss Aberkan que le journal Le Télégramme nous informaient quand même qu'avec une interface cerveau-machine sous forme soit d'androprothèse vasculaire entrée par la veine jugulaire comme un stent, ça, bien les capsules, les implants d'Elon Musk permettent aujourd'hui de lire dans nos pensées et donc d'aller au plus profond de nous, et ce qui permettra une veille à la chinoise, une surveillance à la chinoise encore pire. Et si on nous prend nos rêves, notre conscient et inconscient, ça s'appelle, pour les implémenter dans un bot ou une autre personne via des puces, ce moment s'appelle la singularité ou la fin de l'humanité. Pour information, on a déjà, avec un implant de la taille d'une pièce, je rappelle ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, placé donc une taille d'une pièce placée dans le cerveau par un robot sur des singes, ça leur a permis d'apprendre à jouer au jeu de Pong sans joystick. Si ça, c'est pas effrayant et ça suffit pas à faire bouger, je me demande ce qu'il va falloir. Bon, là, ok, j'étais un peu long, mais je m'en excuse même pas, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, malheureusement, vous vous trouverez dans une de ces situations, et soit vous vous direz, ah oui, c'est vrai, là, je vais être pigeon de l'affaire, ou alors trop tard, et pourtant il y avait un espèce d'excité qui m'en avait parlé, j'aurais mieux fait de m'en souvenir. Alors, mais rassurez-vous, moi-même, je me fais régulièrement ou de temps en temps avoir, parce que les forces du mal en présence sont telles et jouent sur des ressorts psychologiques humains que le combat est totalement dissymétrique. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, revenons à la pratique et commençons par assurer les technophobes que par ailleurs je comprends pour en faire partie à partir d'un certain point, parce que la vie numérique actuelle qui va en s'amplifiant nous fatigue et globalement nous casse les pieds. On commence donc par le plus simple pour l'IA, puisqu'il ne s'agit pas de construire une image, mais juste d'en faire bouger une existante, au rythme d'un discours. Alors, voici le niveau de technicité et de connaissances nécessaires pour faire le montage vidéo que je vous ai fait en 12 minutes sans rien connaître à l'époque, et qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vous présenter, fait par des vrais bons et passionnés. Alors, pour contrer ce que je vais forcément entendre, ah oui, mais toi tu sais faire, eh bien non, je ne savais pas faire. Pas plus que des millions de gens qui l'utilisent déjà. Et encore une fois, c'est là que réside toute la magie et une des phases de cette révolution technologique, c'est ChatGPT & Co, enfin toutes les suites et tous les outils de 200 ou 2100 outils qui existent sont à la portée de tous, un peu comme le fut l'iPhone. Si vous savez compter jusqu'à 5, saisir un texte et faire une photo avec votre téléphone, alors vous savez faire cela. Alors on va décrire c'est quoi cela, pour créer un avatar et un petit discours, un petit montage, même de mauvaise qualité comme je vous ai fait. Vous allez sur DID par exemple ou un autre, peu importe. Donc c'est en anglais, mais on va s'en sortir. Créer une vidéo, ça c'est le premier truc, une fois que vous êtes allé sur DID. Deuxièmement, vous choisissez un des avatars parmi toute la liste qui vous est fournie, ou bien vous importez une de vos photos. Là, vous allez sur votre disque et vous prenez une photo de votre tronche comme j'ai pu le faire. Troisièmement, soit vous avez un enregistrement vidéo que vous avez fait, un enregistrement audio, un audio que vous avez fait avec votre téléphone ou votre ordi, soit vous frappez à la main en français
en faisant attention à la ponctuation, puisque lui, il va tenir compte de la ponctuation, puisqu'il va vous lire ce texte. Donc, vous mettez les virgules et les points comme il faut. Ensuite, vous choisissez le langage. Donc, il y a de l'anglais américain, de l'anglais anglais, de l'anglais canadien, du français belge et ce que vous voulez. Et ensuite, cinquièmement, vous faites créer une vidéo et c'est parti. Donc, ça n'a rien de sorcier, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, temps de réalisation 12 minutes. DID est gratuit en modèle freemium. Et c'est ce qui m'a, en réalité, c'est ce qui m'a interpellé et donné envie de creuser et de partager avec vous ces conférences et ces vidéos, je dirais malheureusement. Donc, encore une fois, pour le reste, après, j'ai mis 40 heures, moins de 40 heures, soit l'équivalent d'une série de Netflix, pour découvrir tout cela et gratuitement en ligne. Je vais vous donner après les bons tuyaux pour y aller. Et en fin de compte, j'ai acheté une formation de 10 leçons pour maîtriser l'art des prompts, notamment, comme on le verra plus tard. Alors, il y a DID, il y a Synthesia, et il y a plein d'autres qui permettent de faire de belles animations. Alors, maintenant, c'est là qu'il va falloir que je me remue un peu le neurone et que je sois pédagogue. Regardons un peu maintenant, on va prendre ChatGPT encore une fois en tant que modèle, mais il y en a plein d'autres. Il y a au moins 10 IA dites génératives et on verra tout à l'heure ce que ça veut dire IA générative. Et la guerre ne fait que commencer puisque là, il y a tous les majors qui sont en train de se battre. Ça fera partie de l'épisode suivant. Alors, petit rappel, ChatGPT ne représente que 5 à 10% des activités d'OpenAI, son créateur. Et donc, il a d'autres choses à faire. Alors, on rentre dans le dur là. Comment ça fonctionne? En réalité, il y a trois, on va dire, il y a 3 modules. Vous dialoguez avec ChatGPT, qui est un agent conversationnel. C'est-à-dire que c'est l'interface entre vos doigts et maintenant votre bouche, puisqu'il sait entendre et il sait vous voir également, comme vu précédemment, qui va solliciter, lui, un master agent qui s'appelle AutoGPT. Donc, il faut distinguer ChatGPT de AutoGPT. ChatGPT, c'est agent conversationnel. AutoGPT, on va dire que c'est le moteur qui, lui, derrière, va faire bosser des agents spécialisés disponibles sous forme de plugins, c'est-à-dire de petits bouts de logiciels que vous importez pour aboutir à votre objectif. S'il y a des millions de personnes qui ont testé ChatGPT, qui n'est qu'un agent conversationnel, combien ont réellement mené la démarche complète jusqu'au bout en l'associant à un master agent et des plugins pour automatiser des tâches comme répondre aux emails, lui faire réaliser des scénarios ou autres, c'est-à-dire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire vous faire gagner du temps et donc soit du temps libre, soit de l'argent si c'est dans le cadre d'un business. Et pourquoi il faut le faire et pourquoi ils vont devenir indispensable? Eh bien parce que augmentation de la productivité, baisse des coûts, baisse des erreurs. ChatGPT fait pas de faute contrairement à moi qui les cumule et ça va réellement bouleverser les emplois, ce qu'on verra également plus tard parce que là il y a des questions à se poser. Autant les décisions à la con sur la voiture électrique vont licencier la moitié du personnel, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dans le monde de la construction automobile, autant ChatGPT et l'intelligence artificielle de façon générale va toucher tous les emplois, comme on le verra plus tard. On attaque dans le dur. Comment est-ce que ça fonctionne? Là, je vous ai pris 2 exemples de profs dont on reparlera. Sur le principe de fonctionnement, c'est celui des probabilités qui est basé sur des milliards et des milliards d'occurrences qu'il aura stockées. Alors, si je prends la question par exemple du dessous, de quelle couleur est le ciel? À cette question, un humain vous aurait demandé des précisions ou aurait mis des nuances. En ce moment, il y a des nuages, il fait beau, voilà. Mais si vous lui posez une question mal formulée ou imprécise, comme celle-ci, de quelle couleur est le ciel, comme le mot intelligence ici sous-entend probabilité, vous allez avoir une réponse bateau. Les erreurs et les hallucinations viennent justement de ces 10% ou même 1% d'erreurs. Pour information, 1% d'erreur, c'était le taux de risque de survenance à AZF. Un risque, ça se mesure par la probabilité de survenance et la dangerosité. Et c'est ce qui permet de quantifier et de qualifier un risque. Un drone armé, 1% d'erreur, ça fait beaucoup de dégâts. Pour cela, arrivent sur le marché des IA encore plus redoutables, dites hybrides. En plus du machine learning et du probabilisme, elles combinent de la logique
apprise de l'homme, le but étant de réunir le raisonnement et les statistiques. Et en plus, ce sont des IA qui sont beaucoup plus frugales et nécessitent moins de grandes quantités de volume, puisque on va abandonner un peu, ou du moins on va diminuer l'importance des statistiques et donc des pourcentages, et on va avoir besoin d'un calcul de puissance moindre, puisqu'on va s'appuyer un peu sur la logique. Et donc pour ceux qui commençaient à somnoler, c'est le moment de se réveiller, puisque là on va attaquer le cœur du fonctionnement, le process des IA créatives dites génératives. Là, c'est la partie principale de ce chapitre que l'on pourrait baptiser « Comment recréer et recycler des grains de sable ». Donc, on les appelle des IA génératives car elles génèrent vraiment des textes, musique, dessins, ce que vous voulez, à partir de leurs plus petites particules que l'on appelle des tokens, mais que je vais assimiler ici à des grains de sable pour les besoins de l'explication. Donc des tokens ou grains de sable issus de ce qu'elles ont ingurgité et déconstruit, tel ce bâtiment en cours de démolition. Elles prennent tout ce qu'elles trouvent sur Internet, et donc elles ont été gavées de livres, d'œuvres d'art complètes, de biographies, de manuels scolaires, de symphonies, de formules mathématiques, de dessins, de peinture, de code génétique également, enfin de tout ce qui a pu être numérisé et qu'elles ont trouvé ou qu'on leur a donné, qu'elles ont trouvé en ligne ou qu'on leur a donné. Alors après cela, tout ça, ça passe à la déconstruction, et donc se pose un petit problème au passage, mais qui en ce moment fait couler de l'encre, et il va bien falloir finir par s'entendre. D'ailleurs, ChatGPT OpenIA a déjà fait le choix, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, de ne pas aller contre les auteurs vivants et de protéger la propriété intellectuelle. Sinon, de toute façon, ils auraient perdu un moment ou un autre face à l'UE ou à je ne sais quelle réglementation. Et donc, autre sujet, c'est la qualité de ces données et donc du béton de ce premier bâtiment des constructions dont va dépendre la qualité du grain de sable qu'on va extraire. Car elles déconstruisent réellement des images, des textes, des musiques, des stratégies financières, des recettes de cuisine, des codes génétiques. Là, c'est important parce qu'on verra plus tard, mais l'IA là, va être à son aise. Toutes les situations financières déjà produites, enfin, tout ce qu'elle trouve, et cela jusqu'au plus petit élément possible. Exemple, un pixel pour une image, une lettre pour un texte, une note de musique et autres. Et donc, elle transforme donc tout un immeuble en tas de sable après avoir concassé le béton initial. Alors, elle ne classe pas l'immeuble, mais indexe chaque grain de sable sous forme de nombres, puisque les nombres, c'est quand même ce que les machines savent le mieux gérer, et avec un positionnement sous forme de vecteur dans un espace mathématique. Donc l'indexation contient toutes les informations de provenance, de luminosité, d'origine, du type d'image, quel grain de sable était à côté duquel. Toutes ces données, c'est ce qu'on appelle ces occurrences, constituent pour une IA conversationnelle un large modèle de langage, LMM, en anglais. Donc ChatGPT 3, par exemple, c'était 175 milliards d'occurrences et 575 milliards pour Palm 2 de Google. Et on ne sait pas combien va être le prochain ChatGPT 4, mais ça ne va pas aller en diminuant, même si, comme je vous ai expliqué, on passe sur des IA hybrides. Puis, à partir de cette matière première, désappropriée, réduite à des particules élémentaires en quelque sorte, elle génère selon un thème demandé, et le thème demandé, il est demandé via un prompt, c'est-à-dire la rédaction de vos consignes que vous allez lui donner. Elle génère des images, des musiques, des textes, etc., en réponse à votre question. Mais elles ne créent pas à partir d'une feuille blanche, mais de ce qu'elles ont assimilé durant leur apprentissage, qui est donc, comme la matière première, un point crucial. L'apprentissage, ça nécessite du temps, de la puissance de calcul et des millions de dollars, tout bêtement. Ainsi, en réponse, elles identifient des séquences caractéristiques et calculent un score pour chaque mot. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. De quelle couleur est le ciel? La réponse, c'est probablement bleu, 90%, ou bien le chat est mangé, la souris est mangée par 90% de bonnes réponses, de probabilité que ce soit le chat, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on utilise cela pour prédire ou pour choisir le grain de sable pour prédire le mot qui suit, comme précédemment expliqué. Et bien évidemment, avec les risques d'erreur qu'on a invoqués, 10% ou 1%, selon d'une part la qualité du prompt surtout, et ce qu'elle a comme particules élémentaires. Alors, ChatGPT, encore une fois, ChatGPT, entre autres,
a déjà effectué cette analyse des milliers de fois au préalable sur des réseaux neuronaux inspirés de celui du corps humain, mais aussi des arbres, des animaux ou des plantes. Alors, l'exemple des arbres est moins sujet à fantasme que celui du cerveau humain, donc on va le prendre, car l'arbre dispose bien d'une intelligence qui n'est pas le fruit d'un organe unique tel le cerveau, mais celui d'un réseau neuronal composé de centaines, voire de milliers de racines coordonnées, en essaim qui collaborent et où l'information est traitée par des millions de cellules réparties sur la totalité de son corps, les racines comprises. Donc, si vous voulez, ce réseau neuronal, c'est lui qui détient l'intelligence, mais elle n'est pas concentrée dans un organe. Chez l'homme non plus, puisque on a vu précédemment qu'il y avait certes beaucoup de neurones dans le cerveau, mais il y avait des neurones ailleurs. D'ailleurs, ceux qui estiment que les intestins sont le deuxième cerveau, c'est parce qu'on y trouve du neurone. Alors, son intelligence est partout et nulle part. Et ça, c'est un peu une des caractéristiques que l'on retrouve chez l'IA. Réseau neuronal qui, en plus, collabore pour l'arbre à l'extérieur avec des centaines d'espèces de champignons, de bactéries et qui élaborent ensemble un dialogue sous forme d'échange de signaux et de molécules. Encore une fois, je ne prends pas cet exemple de l'arbre par hasard, parce que quand vous transposez ça à l'IA, vous apercevez qu'il y a des similitudes. C'est une sorte de biomimétisme. Et comme toute transformation ou recyclage, il faut donc de la matière première et de l'énergie. Quand on me dit on va résoudre le problème de l'aluminium ou de je sais pas quoi en recyclant, certes c'est mieux que d'aller l'arracher à la terre, mais pour recycler de l'aluminium comme pour recycler quoi que ce soit, y compris des particules élémentaires de pixels, il faut de l'énergie. D'où la puissance de calcul nécessaire et la consommation et les mégabases de données initiales prises partout où elles existent. Et là aussi, ça pose un problème. Je prends tout, je ne dois rien à personne et en revanche, avec ça, je sors de la valeur ajoutée. Donc, les tas de sable sont comme des grosses boîtes de Lego de différentes formes et couleurs. De mon petit-fils, le dernier achat, c'était ça, c'était peut-être 1 kg ou 2 kg de Lego. Différentes formes et couleurs vendues sans modèle. Donc, avec ça, il peut aussi bien construire une maison qu'une voiture à partir de ces particules élémentaires. Et plus il y en a, plus il pourra répondre finement à ma commande en recombinant à l'infini ces grains de sable. Je peux très bien lui demander une voiture, je peux très bien lui demander un immeuble, il démonte l'un, il remonte l'autre, il choisit la couleur, il fait ce qu'il veut. Eh bien, l'IA fait la même chose. Et donc, contrairement à ce que certains croient, tout comme Timéo, l'IA invente. Les lois des grands nombres, des probabilités font que chaque image de l'IA sera différente. Donc, pour résumer le cycle, on part du plus vaste corpus de données, fiable, aussi fiable que possible, et là c'est important, d'un algorithme ou réseau de neurones qui calcule toutes les relations entre ces données. Troisièmement, des supercalculateurs qui en ce moment s'appellent des cartes GPU, mais on va voir qu'on va passer à autre chose, pouvant effectuer des millions de calculs si possible simultanément. Et ensuite, ce qui est important là-dedans, c'est le temps de latence. C'est un petit peu comme les réseaux Internet, puisque c'est jamais que de la fibre, hein, on va dire de la fibre c'est de l'information qui transite, et donc pour aller vite, on a besoin d'un temps de latence minimum. Actuellement, les cartes GPU de Nvidia, mais Google développe ses propres processeurs qu'ils appellent TPU, et aujourd'hui, ça vaut tout simplement une fortune pour l'instant, en attendant la suite. Donc, on a tous compris que la qualité de la réponse dépendait du prompt essentiellement. Si vous voulez une réponse précise, il faut poser des questions précises et les affiner, car vous n'êtes pas dans un système question-réponse, vous êtes dans une discussion ouverte. Donc, cela se passe dans le cadre d'un flux, d'une discussion qui vous permet d'affiner en fonction des réponses fournies par ChatGPT. Et plus ça va, plus vous affinez pour avoir des réponses satisfaisantes. Il faut donc un minimum de savoir-faire, et cela, ça s'apprend. Ça s'apprend par exemple avec Ludo Salen, là, qui a mis plein de vidéos d'excellente qualité sur YouTube. Et idem pour les images. Si vous demandez un chien devant une niche, vous n'aurez pas le même résultat que si vous demandez un chien croisé caniche et golden de petite taille assis devant une niche en bois clair dans une allée montagneuse avec une gamelle d'eau à moitié pleine. C'est devenu un métier qu'on appelle prompt ingénieur. Les offres d'emploi aux USA en ce moment, globalement, quand on regarde, c'est entre 150 et 500 kilos par an, tout simplement parce que ça remplace autant de bras et donc forcément, on optimise.
En réalité, il n'y a pas un type de prompt, au même titre que les outils. Il y a un outil adapté par besoin. On n'écrase pas une mouche avec un marteau. Eh bien, il y a, on va dire, 5 types de prompts, mais on pourrait imaginer qu'il y en a beaucoup plus. Mais il y a 5 modèles de prompts qui vont du plus simple au plus complexe. Le plus complexe, et moi, Ludo, Salem, les catégories comme ça. Le premier, c'est le plus simple, c'est entrée-sortie. C'est un peu la requête que vous faites sur Google. Quelle est l'année de naissance de Mozart? Vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps pour rédiger ce questionnement. Et par contre, vous avez l'arbre de pensée qui est le plus proche de la réflexion humaine. Et là, effectivement, vous allez affiner votre questionnement pour avoir quelque chose de simple. Donc, à chaque fois, vous voyez, il vous a classé le niveau l'utilisateur, le niveau d'utilisation, le niveau de réponse, le temps de réaction et la finesse de la réponse. Alors, un prompt, ça répond à 3 points clés. Un peu comme quand vous donnez un ordre. Premièrement, sa personnalité, lui préciser qui il est. Dans ce cas-là, tu es un créateur de contenu dans le domaine de la nutrition. Ensuite, le contexte dans lequel il intervient. Tu t'adresses à des sportifs, c'est pas la même chose qu'à des clients du guide Michelin qui cherchent à prendre du muscle et à perdre du gras. Et ensuite, la mission telle qu'on l'a définie. Là, la mission que lui a donnée Ludo, c'est « Trouve 20 concepts de podcast au format talk show qui pourraient conduire à un invité. Les concepts doivent être originaux et amusants. Évite les concepts bateaux que l'on voit partout. » Ça ressemble étrangement à la définition d'une mission militaire. Vous intervenez en tant que tel, casque bleu, pas casque bleu, le contexte, voilà, c'est un peu tendu à gauche, à droite, et la mission, c'est-à-dire le résultat attendu, la finalité qui vous est donnée. Et tout ça en lui parlant comme à une personne. Pour revenir à Ludo, sur la question qu'il a posée là, ma foi, il a eu 29 propositions et donc il en a retenu une dans la cuisine d'un champion, cuisiner en direct avec des sportifs, tout en discutant des aliments et des recettes qui les aident à rester au sommet de leur forme. Alors, je ne développe pas parce que ça va prendre du temps, mais il est arrivé à quelque chose de parfaitement complexe et défini. L'intelligence lui a même dit il faut 3 éclairages, 2 caméras, je ne sais pas quoi. Donc l'arbre de pensée, on l'utilise pour mener des réflexions profondes et c'est le mode de fonctionnement, c'est le prompt le plus proche de notre fonctionnement linéaire et causal. Et le must des prompts, il est rédigé par ChatGPT, tout simplement. Alors, je ne vous le donnerai pas parce qu'il est gratuit et c'est diabolique sur la base d'un process d'itération, d'un échange avec ChatGPT qui est offert par Ludo Salem que vous retrouvez ici. Autre truc sympa, autre expérience sympa, ChatGPT s'est montré plus créatif que les étudiants et c'était pas forcément un vendredi matin. L'université de Pennsylvanie a mis en compétition ChatGPT et des étudiants pour générer des idées innovantes puisqu'on a tous tendance à penser que l'homme conservera toujours une supériorité créative sur la machine. Eh bien, pas de chance, ChatGPT 4, en l'occurrence, a émis plus d'idées, plus rapidement et surtout plus qualitatives que les étudiants. Sur 40 idées générées, 5 l'ont été par des humains et 15 par ChatGPT et 20 par ChatGPT 4 entraîné sur des exemples. Donc l'idée d'un ministre comme quoi ChatGPT n'était qu'un perroquet est non seulement une connerie, mais en plus une faute dans la mesure où cela va envoyer des millions d'étudiants dans le mur, les bercer d'illusions, tout ça parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun programme scolaire, rien qui n'intègre effectivement l'intelligence artificielle en France. Alors, jusqu'à ce jour, on peut quand même coincer, on peut piéger ChatGPT assez simplement. Il lui manque aujourd'hui la compréhension physique et globale du monde. Exemple de ce qu'un modèle de langage ne sait pas. Question, j'ai 5 engrenages disposés de sorte telle que le premier soit en contact avec le dernier. Est-ce possible de tous les faire tourner en même temps? Pour l'instant, ChatGPT ne sait pas répondre à cette question. Qu'un enfant de maternelle, peut-être pas, mais de primaire, arriverait à répondre. Encore une fois, la solution réside dans la rédaction du prompt pour lequel il est préférable de découper le problème en petits problèmes, mais un peu comme on le fait quand on ne raisonne pas de façon globale. Alors plus l'input est simple et concis, et plus il pourra faire des trucs intelligents. Il faut donc lui simplifier la tâche
pour décupler ses capacités. Alors, quant à savoir s'il vaut mieux lui parler français ou anglais, cela ne fait aucune importance selon les tests, car il a été entraîné sur suffisamment d'occurrences en français et dispose d'une taille de mémoire suffisante. En revanche, l'obsolescence des modèles et des versions de ChatGPT est due au fait que pour passer de ChatGPT 3 à ChatGPT 4, cela coûte une fortune pour l'entraînement via l'utilisation de cartes GPU à 20 kg l'unité, donc généralement ils en achètent pour quelques dizaines de millions d'euros, de consommation électrique et de temps d'ingénieur. Alors, même si le coût d'entraînement de l'intelligence artificielle diminue actuellement 50 fois plus rapidement que la loi de Moore, grâce à la puissance justement de ces GPU et au progrès des logiciels, une des solutions futures sera probablement non pas de grandes évolutions, mais des petits modèles qui apprendront toutes les semaines, notamment de la part de son utilisateur. Par ailleurs, il faut utiliser ChatGPT pour faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire gagner du temps. Alors maintenant, avec MyCode, un vidéaste web référence en matière de cybersécurité avec plus d'1 million d'abonnés à sa chaîne YouTube et qui a mis à jour les arnaques de l'IA dans une série de vidéos, nous allons évoquer les risques inhérents d'une part à tout outil informatique, plus ceux spécifiques à ces agents conversationnel et donc à l'IA. Donc vous vous rappelez ce mode de fonctionnement avec les trois modules, eh bien vous pouvez vous faire attaquer à tous les otages sur chaque module. D'abord dans le pré-prompt qu'il convient d'effacer autant que faire se peut avant de lui rédiger une commande. Puis vous pouvez vous faire attaquer via AutoGPT et sur les plugins que vous téléchargez. Donc le problème est de plusieurs natures. D'une part, la réponse qu'il va vous donner peut être fausse, soit via un parasitage ou une pollution générée par des articles destinés à le berner, par le biais des statistiques, mais ça c'est principalement dû, si jamais je suis un cabinet de lobbying, je peux pondre des articles à tour de bras, me débrouiller pour qu'ils soient bien référencés sur le web et qu'ils soient bien référencés de façon à plaire au moteur d'apprentissage de l'IA. Et à ce moment-là, mes réponses vont prévaloir sur les autres et vont entraîner l'IA. C'est pour ça que parfois on dit que l'IA peut être woke, on verra ça dans un chapitre, dans un épisode suivant. Mais aussi parce que les intelligences artificielles, les agents conversationnels ont toujours tendance à vouloir vous répondre à tout prix, quitte à prendre des ratios pourris. On a vu tout à l'heure qu'on travaillait selon un principe de pourcentage et donc de probabilité, et à un moment on a un taux de probabilité qui est trop mauvais pour donner une réponse, et pourtant il va vous donner une réponse. D'où l'importance de bien rédiger ses prompts une fois de plus, et notamment de lui demander s'il a bien compris, s'il a des questions à poser. Vous devez l'interroger, vous êtes dans une discussion avec votre agent conversationnel, vous ne posez pas bêtement votre question en attendant la réponse. Et à chaque fois, il faut le solliciter. Alors, la seule chose qu'ils savent faire en attendant les IA hybrides sont des statistiques. Donc, ils traitent des mots et font des rapprochements contextuels. Donc, à vous d'imaginer un peu ce qui peut le dérouter. Autre risque offensif, celui-là, c'est que ChatGPT prend du texte en entrée et ne fait pas la différence entre des données et des instructions. Et donc, pour les hackers, le but va donc être de dissimuler des instructions dans les instructions, dans les données, excusez-moi. Donc, il va prendre des données et dans ces données, il y aura quelques lignes d'instructions. Donc, on peut raisonnablement imaginer que sa réponse à un LLM puisse comporter un code d'instruction dissimulé, voire découpé et parsemé par morceaux, dissimulé un code, un malware qu'on va donc du coup ingérer. Deuxièmement, d'autre part, les plugins pour le dernier étage, via AutoChatGPT, il en existe déjà, je ne sais plus combien, des centaines, et pas de certification. Et donc, à chaque fois, votre AutoGPT va aller chercher, piocher sur Internet un plugin qui est tout sauf propre ou sur votre disque dur. Exemple,
Quels sont mes rendez-vous? Mais la réponse peut lancer un malware écrit en Python pour exfiltrer votre carnet d'adresses, par exemple, ou votre calendrier, ou votre numéro de carte bleue. Donc ce malware peut par exemple lancer une exfiltration des données ou une récupération des cartes bancaires, des mots de passe, et on revient dans ce cas-là au bon vieux procédé qui avant était envoyé par un message, vous ouvrez, il y a une pièce jointe, vous ouvrez, vous faites plomber. Exemple, des chercheurs ont inclus dans une page d'article de presse des instructions cachées. Donc une page d'article de presse, pas directement chez vous, qui aurait pu l'être dans une image ou ailleurs. Alors, ce script apparaît sur la réponse faite par Bing AI, mais en très petits caractères blancs, donc quasiment invisible, mais qui modifie le fonctionnement de Bing. Alors là, on le voit mal à l'image, mais MyCode les a identifiés, ce qui n'aurait pas pu être mon cas dans tous les cas de figure, d'où l'autre problème. Alors, ça peut être l'article ou une publicité associée à l'article, puisque souvent, quand vous ouvrez des articles, vous avez des pubs. Il y a donc des spécialistes du référencement des pages, non plus pour être en tête de Google, mais aussi pour être en tête des moteurs de l'intelligence artificielle. Alors, conclusion de ChatGPT, ce n'est jamais, encore une fois, ChatGPT et les autres ne sont jamais que de l'informatique. Alors, parfois, cela donne même des messages d'erreur qui peuvent également vous orienter vers un lien pour relancer l'appli. Sauf que ce lien, forcément, il peut être plombé. Alors, tout comme MyCode, sur le sujet, je limiterai ici mes explications, mais nul doute que cet usage sera également utilisé à des fins détournées. Comment apprendre à créer une bombe avec ChatGPT? Eh bien, en l'enfumant. Par définition, ChatGPT ne sait pas tenir de propos racistes, ne sait pas vous expliquer comment fabriquer un cocktail Molotov ou une bombe. Par définition, il est progressiste, woke, antiraciste, anti-vulgarité et on va dire tout ce que vous voulez. Eh bien, il faut déjà, par une première requête, effacer son cadre, puis le chanter et le perdre avec une histoire complexe pour qu'il finisse par nous donner cette recette ou une autre interdiction. Par définition, il est impossible de contraindre totalement et parfaitement un modèle de langage. Donc, c'est une façon de débrider votre IA, votre chatbot, avec un prompt complexe qui crée lui-même et qui finit par être patché, mais moins facilement qu'on le fait avec les logiciels. Voilà, nous avons fait le tour des risques qui restent encore les risques inhérents à l'informatique et qui demandent les mêmes précautions. Et après vous avoir infligé une telle purge, je vais vous montrer par deux exemples que si nous avons les problèmes éthiques que vont poser l'IA à régler, nous avons déjà ceux des cancers de nos actuelles sociétés qui ont largement métastasé à gérer. Alors, mais bon, petite plaisanterie pour certains, et pas qu'aux US, pour peu qu'on soit ex-banquier d'affaires ou homme politique, c'est plus simple. En plus du salaire très confortable, des avantages et parfois de la corruption, les délits d'initiés des membres du Sénat, notamment US, ou de leur famille, sont chiffrés par la commission d'enquête à des centaines de millions. Alors, en septembre 2001, autre drôleté, en septembre 2001, le secrétaire d'État à la Défense de l'époque, Donald Rumsfeld, un des faucons qui a envoyé les Américains faire la guerre en Irak, a déclaré dans un discours que le gouvernement ne pouvait pas tracer des transactions d'un montant de 2300 milliards de dollars du budget du ministère de la Défense. Et le lendemain, il est passé à autre chose, il est occupé ailleurs. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. Nous voici rendus à la fin. Je vous remercie de votre attention. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les maux de tête et la qualité du son également. Pour les maux de tête, je vous invite à vous adresser à votre pharmacien préféré. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le 3e épisode de cette série qui traitera du voyage dans les futurs possibles de l'IA. Tout un programme. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos et éventuellement de mettre un pouce en l'air, ce qui favorise notre référencement sur YouTube, même si ce n'est pas la finalité.